Dans le podcast cette semaine, on discute avec l'équipe de Golden Meeple, Cédric et Laurent, en 2 parties. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. On se retrouve pour une nouvelle interview. Je suis à Vichy et je suis en compagnie de Cédric Lacoste. Salut Cédric. Salut Paul Gara, salut tout le monde. Voilà, donc Cédric, tu es le gérant de Golden Meeple. Oui, c'est ça. Une boutique de jeux de société en ligne belge. Oui. Et tu as aussi une boutique physique. Oui, ça s'appelle Ludy Corner. Voilà, qui est située à Jean Blou, entre Namur et Bruxelles. Voilà. Donc c'est la première fois que je pense qu'on a une personne, hormis j'avais reçu Rémi, mais c'était pour l'organisation d'un festival de jeux, mais c'est la première fois qu'on a vraiment, j'ai quelqu'un qui travaille comme ludicaire. Je pense qu'il y en a pas mal de jeux, avec la spécificité que tu es sur le marché, enfin toi tu travailles en Belgique, mais oui. Tu vends aussi en fait à des clients français. Oui, c'est principalement ma... Enfin, j'ai plus d'expéditions en France que dans le reste du monde, donc okay. Belgique compris. Donc, et aussi, il y a une spécificité, et ça fera l'objet d'un second entretien avec Laurent, parce que vous avez choisi de rendre accessible en Europe beaucoup de jeux qui sont au Tokyo Game Market, oui. Et qu'on ne peut pas se procurer comme ça, sauf à y aller. Ce qui ferait très cher en fait les frais de port si on doit aller au Japon soi-même. Oui, il y a toujours la possibilité de commander par là, mais là ça va chiffrer très fort pour un jeu, quoi, clairement, quoi. On va revenir rapidement sur ton profil de joueur. Comment toi tu as découvert le jeu de société? Est-ce que tu as joué enfant ou comment tu t'es ou c'est quelque chose qui est venu après? Et comment après tu as décidé de t'en faire ton métier? Profil tout à fait classique, comme tous les joueurs, comme tous les enfants, on a joué avec les amis à tout ce qui se faisait à l'époque, donc les Monopoly, tout ça, donc vraiment les gros classiques qu'on a maintenant. On appelle les jeux mass market en fait aujourd'hui. Oui, clairement. C'est vraiment ce qu'on retrouvait dans la grande distribution de l'époque. Puis après, un peu de jeux vidéo, puis le poker. Ok. Et le poker, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui revient parce qu'il y a eu une grande hype du poker dans les années 2000 aussi. Oui, c'est ça, début des années 2000, hein, clairement. Donc, un peu comme tout le monde, avec madame, on faisait partie d'un club, on a fait des tournois et tout. Et un jour, une journée a été cauchemardesque, mais vraiment à tous les niveaux. J'ai appelé des amis, j'ai dit écoute, faut divertir. Ils sont arrivés avec un Seven Wonders sous le bras et puis c'est parti. Hein. Donc okay. Là, c'était vraiment les jeux modernes. On est parti là-dedans, quoi. Ça fait une quinzaine d'années, quoi. Donc, mais donc, du coup, c'était pas ta première activité professionnelle. T'avais un autre. Ah oui, bien sûr. Je travaillais dans le pharmaceutique. D'accord. Donc. Et puis la crise de la quarantaine. On connaît tous ça. Ouais, je suis issu d'une famille d'une longue idée d'indépendants. Mon arrière-grand-père était indépendant, mon grand-père, mon père. Donc j'ai tout le temps vu ce milieu-là. À un moment donné, c'était pesant d'avoir toujours 150 personnes au-dessous de soi qui vraiment donnent leurs idées très très fort, sans marge de manœuvre. Et il a fallu faire autre chose, tout simplement, quoi. Donc j'ai vu que ce que tu as créé en premier, c'est Golden Meeple, en fait, oui, en 2015. C'est ça. Donc souvent, on a des boutiques physiques qui ensuite décident de se lancer dans la vente à distance. Toi, tu as d'abord créé une boutique en ligne, en fait. Oui, c'est ça, parce que dans le pharmaceutique, j'étais dans la logistique du pharmaceutique. Et donc, c'était quelque chose que je connaissais plus ou moins. Et au final, je voulais une transition douce, donc ne pas passer de noir au blanc directement. Et donc, je voulais savoir travailler de chez moi doucement, okay. Et vraiment faire progresser mon webshop tranquillement et voir où ça me menait. Et il y aurait eu la bascule à un moment donné, et la bascule, elle est arrivée il y a 5 ans. Ouais. Donc, voilà. Et est-ce que aussi le fait d'avoir une boutique en ligne, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir un local commercial ouvert au public, donc c'est pas non plus les mêmes contraintes, ni peut-être même les mêmes risques financiers quand tu te lances? Ah, mais c'est clairement ça. Moi, je faisais ça dans mon garage, hein. Donc j'avais pas de loyer puisque je payais ma maison tout simplement. Et je faisais ça avec la surface que j'avais. Donc je gérais mon stock, tout était fait chez moi. Donc j'avais pas de contrainte. Si je devais arrêter, j'arrêtais du jour au lendemain. Oui. J'étais le seul employé de ma société. Au final, il n'y avait pas de casse de ce qui se passait. Donc, et je gardais toujours mon autre travail sur le côté au cas où, tout simplement. Donc c'est vraiment beaucoup plus doux comme vision d'approche que de dire en fait aussi. Mais clairement. Parce que si le marché marche, si ça fonctionne pas, si on n'arrive pas à se faire une place, eh bien on arrête tout simplement. Ouais. On n'a pas de bail commercial, on n'a pas de personnel. Quand on a un magasin, c'est assez dur de le tenir tout seul, sans personnel. Donc c'était vraiment très très doux et le moindre risque possible. En termes d'investissement aussi, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de rayonnage. En fait, tu avais juste à créer ton site web. C'est ça. Et ensuite, c'était prendre contact avec les distributeurs pour avoir de la... Et ça a été compliqué ou pas à faire
Non, ça s'est fait assez simplement en fait. Comme on n'avait pas toutes les infos, j'ai contacté les maisons d'édition et les maisons d'édition renvoient vers les distributeurs locaux. Et alors à ce moment-là, c'est les grands distributeurs comme Asmodée. Il n'y avait pas Hachette à l'époque, mais ça s'est vite fait. On a trouvé les 3 principaux et après on travaille par exception des petits jeux, des petites maisons d'édition qui se distribuent autre part et de fil en aiguille, on attrape tous les distributeurs. On n'a pas eu de réel blocage à l'entrée de la distribution. On a plus eu un regard qui était différent en arrivant au webshop dur. Parce que quand on arrivait il y a 10 ans, les webshops, c'était pas aussi répandu. Il y avait Philibert, simplement, mais Philibert était issu d'une boutique physique. Donc lui. Et qui était là depuis très longtemps. Ah oui, bien sûr. Elle a été créée en 78, oui, donc qui avait déjà une énorme image, en fait, auprès de la communauté des joueurs et joueuses. Oui, clairement. Donc, ça a été le seul point noir que moi j'ai eu. C'est que mes commerciaux m'ont vu un peu comme celui qui allait détruire les boutiques physiques, en fait. Ouais. Faire un peu de la concurrence déloyale parce que moins de coûts fixes de structure et tout. Clairement, parce qu'on n'avait rien prouvé, parce qu'on arrivait un peu comme un parvenu, quoi. Donc on n'avait rien mis devant, on n'avait rien mis sous la table, on n'avait pas pris des risques en investissement. Alors que la vision est totalement tronquée parce que c'est 2 métiers totalement différents, ça n'a rien à voir. Je pouvais être ouvert à côté d'une boutique phique, ils n'auraient rien senti du tout. Oui. Donc c'est pas du tout les mêmes métiers. Par définition, tu vends à des gens qui n'auraient pas été dans cette boutique physique parce qu'on imagine que comme tu dis, tu expédies. Sur plus, si tu me dis que tu expédies beaucoup en France, oui, clairement. On va pas aller à la boutique physique de Jean Blou. Enfin, on n'aurait pas été à la boutique à laquelle tu aurais pu éventuellement faire concurrence. Oui, c'est ça. C'est clairement ça. C'est 2 métiers totalement différents, ça. Et t'avais déjà envie de te démarquer ou au début t'es vraiment parti sur les classiques, enfin, où t'avais déjà dans l'idée d'un moment d'essayer de te démarquer par les produits que tu proposes? Parce qu'en fait, on peut se démarquer par les prix, les prix cassés, il y en a beaucoup qui le font. Oui. Et après, on peut se démarquer aussi par ce qu'on propose effectivement des jeux que tout le monde n'aura pas. Et c'est ce qu'on disait, tu fais avec les jeux, par exemple, issus du Tokyo Game Market. Mais tu avais déjà dans cette idée-là, cette envie-là à ce moment-là ou... Non, pas en commençant, clairement pas en commençant. C'était tellement doux pour commencer que je m'étais dit je pouvais même affronter de face des Philibert et tout ça. J'avais pas de problème en ça, j'avais pas de pression financière derrière moi. Et c'est au fur et à mesure des années que je me dis ça sert à rien que je me fatigue en fait. Et je vais proposer autre chose. Et vraiment, et là j'ai commencé à mettre des choses en place. Et j'ai essayé plusieurs pistes qui n'ont pas abouti, certaines pistes n'ont pas abouti. Et là maintenant, on en a trouvé une qui marche plutôt pas mal. Ouais. On a mis les choses en place pour que ça se développe le plus loin possible, quoi. Ça veut dire aussi faire une grosse, si tu veux te démarquer, ça veut dire faire une grosse veille ludique, en fait, ou ouais. Parce que ça, souvent, quand on discute avec les gens qui ont des boutiques, surtout des structures quand même vraiment à taille humaine, voire où parfois il y a qu'une personne. Ouais. Ce qui est difficile, c'est d'ouvrir la boutique, de faire l'administratif. Et en plus de faire la veille ludique, de jouer au jeu, de se renseigner, de faire les festivals, c'est beaucoup de... En fait, c'est quasiment 100% de ton temps qui est occupé à ça, quoi. Ah, c'est clairement ça. C'est vraiment clairement ça. Quand on est une toute petite structure, il faut absolument pas compter 16 heures. Il est pas rare que je travaille 16 heures par jour, presque 7 jours sur 7. Il faut énormément de veille, vraiment, parce que l'information, elle est partout, mais elle ne vient pas spécialement à nous. Donc, c'est nous qui devons aller la chercher. Donc, hormis les journées pro où on teste, ou les salons comme celui-ci, il faut vraiment travailler sur la veille ludique. Et quand on a décidé de se spécifier, là, c'est devenu de trop pour moi. Je sais pas tenir les 2 canaux. Et donc, j'ai dû engager quelqu'un qui fait cette veille de son côté pour la partie import. Et donc, tu as embauché quelqu'un déjà avec la structure Golden Meeple avant même d'avoir la boutique physique? Non, on a commencé la boutique physique d'abord. Ok. Donc la boutique physique, c'était il y a 5 ans. Mais là, j'étais déjà démarqué. Hein. Okay. Là, j'étais déjà sur le créneau. Déjà une image particulière. Ouais, sur les identifiée. Ouais, sur les créneaux des Kickstarter et tout ça. D'accord. Donc là, on avait vraiment une lignée là-dessus. On a créé la boutique physique parce que il y avait quelque chose de viscéral chez moi qui me disait que je devais aller au contact du client, parce qu'encore une fois, c'est pas du tout les mêmes métiers. On ne donne pas de recommandations quand on a un webshop. Hein. Des fois, on prend un mail en disant vous me recommandez quoi, mais c'est un mail sur 2000 quoi. Hein. Donc c'est pas le même métier. Hein. Ouais, c'est pas le même métier. Ouais, en fait, c'est plus de la logistique ce que tu dis. Mais c'est purement de la logistique. Ce que moi je fais avec Golden Meeple, j'aurais pu faire avec des bonbons par exemple. C'est exactement la même chose. Quoi. Donc parce que t'as pas cette partie conseil, comment dire, face au public, etc. Et donc tu dis que t'as créé donc la boutique, c'est Ludicorner en septembre 2021. Oui. C'était un projet que tu avais depuis longtemps ou est-ce que c'est aussi lié au confinement? Enfin, parce que du coup, en tant que boutiqueur en ligne, toi, le confinement, ça n'a pas dû trop t'affecter sur l'activité? Ça m'a affecté, mais pas du tout comme les autres. Hein. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé. Ça a explosé, mais explosé.
Et il a fallu faire face, vraiment. Ouais, ok. C'était par chance, on était plus ou moins confinés, donc je devais aller travailler qu'à quart temps, mi-temps, non mi-temps. Et donc j'avais l'autre mi-temps pour dire Golden Meeple, mais là ça explosait de tous les côtés, hein, vraiment, Ok. parce que toutes les boutiques avaient dû fermer. Et donc, il n'y avait plus rien pour divertir. Donc, Et ceux qui avaient déjà l'habitude de vendre en ligne, finalement, ils avaient un avantage organisationnel, mais etc. clairement, parce que toutes les boutiques physiques qui se sont dit, OK, on me demande de fermer, donc j'ai plus de rentrée, je dois vendre, mais t'as pas cette structure logistique qui est en cours. Il faut trouver un logisticien, il faut trouver plein de choses. Et ils ont eu, c'était pénible pour eux. J'avais du mal pour eux, quoi, clairement, Ouais. quoi. Et ça, tout, ça a été intense, mais de fait, ça a été financièrement bénéfique. Enfin, ça a été un. Oui, clairement. On a fait x3 du jour au lendemain. D'accord. Du jour au lendemain. Et alors, après, on a maintenu et on a continué de monter par après, quoi. Donc, Et c'est là que ça t'a donné envie après d'avoir la boutique physique, ou est-ce que ça a été aussi rendu possible par ce surcroît d'activité où tu avais déjà, enfin, tu disais que tu avais toujours eu un peu envie. oui. C'est aussi été un déclencheur, un élément déclencheur. C'est la boutique physique est plus venue en complément, à savoir que la boutique web ne me permettait pas de quitter mon travail à 100% pour être sûr. Ok. Donc je me dis, je vais essayer ce complément-là en plus pour me permettre cette fois-là de partir et de rester avec. Consacré vraiment. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu as fait ces deux structures juridiques différentes ou elles sont logées sous la même structure? Non, c'est deux structures juridiques différentes parce que le magasin, je l'avais ouvert avec un ami, donc on était associés. Ok. Il m'a dit, je veux rien savoir de Golden Meeple. Je lui ai dit, j'écoute, j'ai un physique de mascotte. Dans 15 jours, tout le monde sait qui est derrière le D-Corner. Il me dit, non, je veux rien savoir. Donc, ça va, on l'a fait comme ça. Et 15 jours après, on savait très bien que Golden Meeple était derrière le D-Corner. Et après, maintenant, on essaye de simplifier la structure parce que je suis tout seul au niveau du magasin et ça prend du temps. Et c'est administratif. Donc, je m'arrache le peu de cheveux qui me reste pour ne faire qu'une seule structure légale. Donc là, pour le moment, il y a 2 numéros de TVA et on va essayer d'en ramener qu'à un. Ok. Un jour peut-être. Du coup, tu as pris des salariés aussi pour la boutique. Ça voulait dire avoir des salariés? Ouais. Ça, c'est. Ouais, ça c'est le côté moins cool parce qu'on est un peu moins indépendant et comme je suis pas spécialement manager d'hommes, Ouais. j'aime autant travailler tout seul, mais c'est totalement impossible de faire Ouais. ça. Parce que tu as des horaires d'ouverture et tu peux pas être en non-stop à la boutique en fait. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une des grandes différences du marché du web et du marché physique. C'est que le web, je peux faire ce que je veux. Je peux décider des gammes que je rentre. Ça, c'est mon problème à moi qui me positionne. En boutique physique, on n'a pas réellement le choix. Si on se positionne pas sur certains segments, on n'arrive pas à vivre. Ouais. Enfin, il y a toujours des exceptions, hein, l'endroit qui fait que, le passage et tout ça. Mais là, où je suis obligé de me lancer sur des segments que je n'aime pas. Et donc là, je suis obligé, en connaissance de produits, que j'ai pas envie de connaître ces produits-là, mais je suis obligé de le faire, c'est de prendre du personnel qui connaît Ok. ce genre de choses. Qu'on a l'expertise. Donc, Oui. par exemple, c'est quoi en ce moment En ce moment, on dit toujours que c'est le TCG là, Ah. qui booste les boutiques. Ah ouais, clairement, ouais. Et ça, c'est pas forcément ce que t'aimes. Et c'est vrai Non. que c'est un marché très spécialisé, donc il faut des gens qui connaissent Ouais, vraiment. mais clairement. Parce que quand on a ouvert le magasin, on a essayé le Magic. Mais quand les gens de Magic venaient et commençaient à parler avec moi, ils savaient que je touchais rien, connaissais quoi. rien. Je savais même pas c'était quoi une carte. Et donc, au final, ils venaient plus chez moi parce qu'il y a un partage de passion qui se fait. Oui. Et donc, eux, ils viennent pour discuter plus que Oui. pour acheter leur booster. Ouais. Et donc, quand ils sont face à un mur, ils ont pas envie de discuter. Et donc, Ouais. voilà, je tout comprends. simplement. Et est-ce que ça t'arrive aussi d'avoir parfois, tu sais, que tu disais, pour aller chercher, on doit aller chercher l'info, elle redescend pas forcément. Est-ce que parfois, c'est des clients les clients sont aussi les clients physiques que tu vois, qui sont des gros joueurs ou joueuses qui sont vraiment investis dans le loisir. Parfois, c'est aussi des sources d'informations. En fait, Ah oui, il y a même des fois, il nous informe de trucs. Hein. Il dit, ce jeu-là, je l'ai pas parce qu'il est sorti aujourd'hui. Hein. Voilà, attends, Ok. on l'avait même pas vu passer, et donc on va un peu plus regarder. Mais oui, et il nous dit ça j'attends. Et donc c'est aussi une espèce de veille de communiquer avec nos clients qui nous disent, ce jeu-là, moi je suis plus pour ça, je l'attends très fort, j'ai beaucoup d'attentes là-dessus, et donc on va se pencher dessus évidemment, quoi. J'ai vu que tu proposais aussi des activités de la prestation de services de type team building. Ça, Ouais. c'est aussi, en général, on dit que ça se facture plus facilement et que c'est des rentrées d'argent un peu plus finalement stables. Je ne sais pas si c'est un mythe ou pas quand on dit ça. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Je vais pas dire que c'est simple, hein, parce qu'il y a toujours du travail derrière. Mais généralement, quand on va en team building, mais on va généralement vers des jeux qui ont fait leur preuve, des grands classiques, des choses extrêmement accessibles, parce qu'on parle souvent à des gens qui ne jouent pas. Donc il faut mettre l'ambiance directement, que les gens soient à l'aise et qu'il n'y ait pas ce frein de règles qui peut les rebuter directement. Et après, nos animations tournent souvent, bien entendu, c'est spécifique.
C'est en fonction de la demande, hein, parce qu'il y a on a des demandes et nos clients nous disent, on aimerait bien fédérer l'équipe, donc ça doit être coopératif, donc il faut gagner ensemble. Et donc on a des targets là-dessus, mais c'est des grandes lignes qu'on avait déjà mis en place. Donc bien entendu, on rentre des jeux au fur et à mesure du temps. Mais tu peux décliner déjà des sortes d'idées, de programmes, de choses. Oui, on arrive quasiment en terrain conquis. Donc vraiment, le client nous dit, c'est ça qu'il nous faut. Ah bah ok, on va faire ça. Ok. Donc, on a déjà notre grande ligne derrière. Après, on finalise derrière. T'organises aussi un festival à Jean-Blou ? Oui. Donc vas-y, alors ça c'est encore autre chose. Enfin, moi je suis toujours admirative parce que organiser de l'événementiel, pour moi c'est une sorte de... J'ai l'impression que ça doit être un enfer et je pense que ça me stresserait énormément. Donc ça c'était... comment t'as eu cette idée ? Est-ce que ça avait envie de faire quelque chose de particulier ? J'ai repris un concept qui était avant Covid, qui était fait par une autre boutique de jeux de société, Ça Joue, à Bruxelles, qui lui faisait dans sa commune, jouer dans plusieurs lieux. Je trouvais ça génial. Et en étant commerçant, je me dis que c'est encore une réelle plus-value d'amener les gens, parce que tu joues chez les autres commerçants. Donc ça ne te fait pas que pour toi. Ouais. Ça dit aussi, par exemple dans l'exemple de Jean Blou, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'un Jean Bloutois arrive en disant « Ah, vous êtes ouvert depuis longtemps parce que je ne vous connais pas. » Ok. Voilà. Et donc, je dis aussi, venez voir dans le centre-ville. Et on a des chouettes commerces. Il y a une épicerie bio, un magasin de bonbons, un magasin de brioches. Tout des trucs, mais vraiment super fun à voir. Et c'est ce qui se passe dans le centre-ville. Et c'est ça que je voulais dire. Venez jouer chez les gens. Venez jouer dans le centre de Jean Blou, tout simplement, quoi. Après l'organisation, ouais, ça c'est quelque chose. Hein, ouais. Et les autres commerçants, ça a été facile de les convaincre de s'associer à ça ou Il y en a qui sont réceptifs, il y en a c'est de la vieille école, quoi. Hein. Donc quand on leur dit, j'en ai au moins 500 personnes dans le centre de Jean Blou, et fait ah ouais c'est génial, je veux en être. C'est quand? C'est samedi. Ah mais moi je suis fermé le samedi. Ah ok. Bon là, je ne peux rien pour toi, vraiment pas quoi. Donc je le disais, donc toi tu es à Jean Blou, c'est en Belgique, donc toi tu viens dans les festivals en France, etc. Ouais. Parce que tu vends principalement des jeux aussi en français. Oui. C'est ton cœur de public, c'est des jeux en version francophone. Mais j'imagine, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des spécificités aussi à la distribution en Belgique par rapport à la distribution des mêmes jeux sur le territoire français. Est-ce que tu as le sentiment que vous êtes logé à la même enseigne que les boutiques françaises ou qu'il y a des... Dans les gros circuits de distribution, tu peux balancer. Hein. C'est un secret pour personne, j'ai déjà dit plein de fois. Non, clairement pas. Maintenant, ça dépend quel fournisseur. Quand on a un fournisseur comme Asmodée, là, on est pareil partout. Okay. Vraiment. Il y a de temps en temps une petite différence avec Matago, parce que Matago, c'est PTS et ainsi de suite. Et donc là, de temps en temps, il y a un petit décalage. Mais au niveau d'Asmodée, généralement, c'est carré. C'est vraiment, ça sort en France, ça sort en Belgique. Parce que toi, si par exemple, le même jeu, il est vendu en France, je sais pas, 2 semaines avant par rapport à la sortie, qui est de la distribution prévoit la sortie en Belgique, bah toi, potentiellement, tu as des clients qui vont aller l'acheter en France. Ah, c'est sûr et certain. Et toi, je comprends que c'est là, pour le coup, il y a vraiment un désavantage. Ça te fait vraiment une concurrence, avantage concurrentiel. Ça, c'est surtout marquant sur le webshop. Pas spécialement sur le magasin physique, parce qu'on a vraiment deux clientèles totalement différentes. Hein. C'est pas du tout les mêmes secteurs. Mais par contre, sur le webshop, c'est extrêmement problématique, ce genre de choses, parce que c'est déjà un public qui est pas spécialement fidèle, hein, ceux qui s'achètent sur le web. Et donc, c'est un coup de clic. Oui, ils viennent voir chez moi, et donc s'il est 10 cents moins cher chez moi, ils vont peut-être le prendre chez moi. Par contre, s'il n'est pas disponible, le clic d'après, il est chez un concurrent et ils l'ont. Et donc là, il faut vraiment, c'est un combat et on n'arrive pas à le comme tu dis, sur le web, il y a la concurrence par le prix, les frais de port. Oui, clairement. Ouais. Je pense que c'est les frais de port, c'est ce que personne ne veut payer. On vit dans un monde où on ne veut pas payer les frais de port, en fait. Mais c'est certain. Hein, et après, il y a les ruptures, les disponibilités. Donc, c'est sûr que si tu reçois un jeu beaucoup plus tard que les autres boutiques, où t'en as pas du tout, parce que ça arrive aussi. Enfin, moi, j'ai des exemples de personnes, petites boutiques, pas livrées, ils commandent un jeu, mais en fait, ils ne sont pas livrés d'exemplaires. Donc, de fait, c'est... Ouais, c'est ça. Mais donc là, il y a vraiment l'autre branche. Hein. Donc, Asmodée est assez clean là-dessus. Des éditeurs qui se distribuent eux-mêmes, comme Pixie, comme Yellow, c'est clean aussi. Hein. C'est vrai, ça sort en même temps. On a vraiment les boîtes au bon moment. Par contre, tout le reste de BlackRock et tout ça, là, c'est vraiment très, très compliqué parce que ça passe chez un fournisseur belge qui, en fait, c'est pas BlackRock qui expédie. C'est le fournisseur belge qui va chercher. Et le coût de logistique, c'est le pire de ce qui peut arriver. Et donc, évidemment, il essaye d'optimiser ses camions pour qu'ils soient pleins. Ben, ça, c'est totalement compréhensible. Mais ce qui fait que des fois, on a des deltas d'1 mois. Ah oui, d'accord. Et en web,
En 5 jours, c'est terminé. Philibert ou Loudoum a fait la Belgique. Ça, c'est pas un problème, quoi. Et donc, si on n'est pas en just in time, c'est fini. Okay. Et donc, moi, des fois, eh bien alors, quand c'est comme ça, quand c'est trop des jeux trop bankable où je me suis trop investi dans les commandes, je téléphone à mon fournisseur en disant tu réduis ma commande de 2 par 2 ou quoi. Et s'ils acceptent pas, alors on essaie de trouver des parades pour essayer d'avoir les jeux en même temps. Ouais. Mais c'est pas cool, hein. C'est beaucoup de temps pour deux fois rien. Des trucs qui pourraient être réglés peut-être autrement en amont en fait. Mais le problème du marché francophone belge, c'est que c'est trop insignifiant. On est plus petit qu'un département français, parce que la Belgique, on divise la Belgique par 2. Il y a la partie néerlandophone où tous les jeux sont en anglais. Et donc, quand on commence à discuter en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour la Belgique francophone, mais ils s'en foutent. Je veux dire, on est plus petit qu'un département. En fait, tu veux dire que vous n'êtes pas assez significatif en termes de poids de marché pour qu'il y ait vraiment que ce soit pris en compte pour les distributions, quoi. Mais c'est ça. Et les maisons d'édition, qu'est-ce qu'elles s'en foutent? Parce que si c'est moi qui le vends, ou Philibert, lui, il a vendu son jeu. Oui. Il va pas se prendre la tête à essayer de régler son truc. Et avec les autres boutiques belges francophones qui sont en francophonie, ou Wallonie, je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est ça. Je dis ça parce que je veux pas dire de bêtises géographiques et tout. Oui. Il y a des possibilités d'associations professionnelles comme on a le GBL en France ou Ah, il y en a, ça existe vraiment. Je sais plus comment ça s'appelle en Belgique. C'est quelque chose vraiment il n'y a pas encore de vrai lobbying C'est plus peut-être un volume de commandes qui se fait là. Donc là, je sais pas. Maintenant, la Belgique francophone, encore une fois, il n'y a pas énormément de boutiques et pas énormément de poids là-dessus pour faire changer ce genre de choses. Je pense, j'ai pas l'impression en tout cas, quoi. Ok. On va parler maintenant un peu de l'évolution du marché parce que tu l'as dit, en fait, il y a eu des. Toi, tu as monté ta boutique en 2015 web, donc ça fait 10 ans. Donc maintenant, tu as quand même 10 ans de recul sur l'évolution. Tu l'as dit, au moment du Covid, énorme croissance du nombre de ventes. Tu avais déjà ces outils. On a dit qu'après le Covid, ça s'était bien maintenu, puis que depuis quelques années, on a un peu une tendance au ralentissement. Peut-être en fait retour à la croissance qui était normale, qui aurait été normale s'il n'y avait pas eu cet événement exceptionnel qui a un peu laissé entrevoir que tout était merveilleux alors que ça l'était pas. Et voilà, on est revenu quelque chose de plus normal. Et moi, je sais qu'on entend quand même pas mal de boutiques qui ferment. On dit que le montant du panier moyen a diminué. On parle beaucoup de l'impact des TCG aussi sur le marché. Toi, comment tu vois les choses depuis le Covid, en fait, l'évolution? Qu'est-ce que toi, tu as comme feeling, en fait, ressenti sur le terrain? Ben, tu l'as clairement bien dit, tu as quasiment tout dit là-dessus. Vraiment, donc quand on a relâché les chevaux, qu'on pouvait un peu se réunir à nouveau, le jeu de société était très hype parce que tout le monde a joué au jeu en étant confiné, en fait. Et donc on est revenu, les cercles ont un peu explosé dans ces cas-là, en disant les clubs de jeu ont un peu émergé. L'activité a continué, et puis on est rentré dans le rang. Ça a duré à peu près 1 an. Ouais. Et puis après, on est vraiment revenu. C'est depuis 2023 que ça qu'on est redescendu. Ouais, clairement. 2021 était une année exceptionnelle, vraiment en termes de vente. 2022, on a réussi à stabiliser, et 2023, on est complètement rentré dans les rangs là-dessus, en termes de vente et d'activité des jeux de société. On l'a vu aussi, les soirées jeux qu'on organisait, on commençait à moins se fréquenter à partir de ce moment-là, alors qu'on était complètement sold out en 2022, par exemple. Et sur le panier moyen, il y a vraiment une diminution, C'était à combien à peu près pour qu'on ait une ordre d'idée? Quand on dit le panier moyen, en gros, c'est quoi? Tu prends le nombre de clients, enfin le volume total divisé par le nombre de clients et ça te donne à peu près le montant que chaque personne aurait dépensé en moyenne? C'est ça, ton panier moyen, c'est ton nombre de commandes facturées à l'année divisé par ton chiffre d'affaires. Et après, t'as ton panier moyen. Maintenant, au niveau de Golden Meeple, il n'est pas représentatif parce qu'on s'est positionné sur un segment qui est totalement différent, qui est nettement plus cher qu'autre part, et donc il n'est pas représentatif. Par contre, sur la boutique physique, il diminue, clairement, quoi. Ouais. On est aux alentours on m'a dit à peu près qu'on était plutôt dans les 40 et qu'on est plutôt dans les 30 aujourd'hui. Ouais, moi, je suis à 28 € en panier moyen. Ouais. D'accord. Ouais. Et aussi, j'ai cru comprendre, on m'a dit les rumeurs, mais que c'était beaucoup plus de petits jeux, en fait. Clairement. On est vraiment en train de réfléchir à savoir, parce qu'on a un problème de place au magasin, parce que la logistique se fait là. Et on est en train de dire, est-ce qu'on condamnerait pas une partie du magasin avec les jeux experts, par exemple, les retirer pour gagner cette place-là, parce que au final, on en vend quasiment plus. On a quasiment plus de conseils sur les jeux experts. On a un petit peu de conseils sur les jeux initiés. Et alors, tout ce qui marche, c'est vraiment les petits jeux. Donc là, on a mis la plus grande gondole
la plus accessible possible, c'est sur les petits jeux parce que les clients vont directement là et c'est la gondole qui est le plus remplie en tout cas quoi. Mais sur les jeux experts, tu penses que c'est les hausses de prix ou le volume de jeux experts, le nombre de sorties qui est trop important par rapport au public qui va jouer à ce type de jeu? Ou bien tu penses que c'est aussi parce qu'il y a quand même eu une hausse de prix assez forte surtout sur ces produits-là? C'est ça, t'as pratiquement tout dit. On est largement là-dessus. Là où avant Covid, on était un jeu à 40 €. Maintenant, on a un jeu à 80 €, hein, donc tellement il a pris. Puis il y a eu cet engorgement Covid qui a fait que pendant l'année 2020, ils n'ont pas sorti de jeu parce que tout était à l'arrêt. Et après, mais ils étaient dans les plannings et donc ils ont inondé le marché. Ouais. Avec des jeux qui se ressemblent tous, mais les mécaniques ne sont pas étirables. Hein. Il y en a pas énormément des mécaniques. Et au final, on est sur un public de connaisseurs. Ok. Ceux qui jouent à des jeux dits experts. On est sur un public de connaisseurs et donc à la fin de rejouer à un jeu qui se ressemble tellement, ça lasse les gens. Trop cher. Enfin voilà. Et c'est vraiment c'est l'escalade, mais par le fond en fait, tout simplement. Il faut vraiment reniveler ce volume de sortie qui était beaucoup trop important. Mais il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi des auteurs de jeux qui font des jeux plus légers qu'à un moment. Enfin, il y a quand même, ils se rendent compte que c'est plus viable de se concentrer que sur des jeux comme ça et d'en sortir un voire deux par an et où les gens jouent une fois dans le meilleur des cas et qui sortent tous en plus en général au moment des scènes. Ouais, et puis après qui disparaissent dans les limbes de l'oubli. On parle beaucoup de la saturation du marché actuellement. Toi aussi, en tant que boutique, c'est difficile de suivre en fait l'actualité de ce point de vue. Au plus il y a de jeux, au plus il y a de veille pour essayer de pas rater le produit bancable que tu dois avoir. Après, on trie énormément. Moi, je pense que je prends même pas un tiers de ce qui sort et c'est déjà énorme en soi en termes de volume. Donc c'est très très compliqué. Il faut déjà avoir les trésoreries pour tout prendre. Donc il faut avoir une grosse structure financière pour tout prendre quoi. Ouais. Parce qu'on le dit, c'est pas comme dans le livre où on peut renvoyer. Ah, ça n'existe pas. Voilà. Vous, c'est achat ferme en fait. Il y a quand même un distributeur qui le fait encore. Pour le moment. C'est qui? C'est Ludistri qui nous permet de renvoyer les invendus. Mais au final, on a tellement l'habitude de travailler comme ça avec tous nos autres fournisseurs qu'on ne renvoie pas. Enfin, personnellement, moi, j'ai jamais rien renvoyé. Mais je préfère déstocker, faire une action de solde, que le client ait l'impression de faire une bonne affaire. J'ai jamais renvoyé. Mais je sais pas si ça va continuer comme ça parce que je lui ai dit, je peux commander alors tout plein, vraiment inonder mes rayons et tout renvoyer. C'est pas cool, quoi. Donc. Et ce qu'on appelle aussi les règles de franco de port, parce que souvent on dit il faut que tu achètes un certain volume pour avoir les frais la livraison gratuite en fait pour que ton distributeur ne te facture pas de coûts. Sauf que par exemple effectivement il y a sur les jeux experts dont déjà tu dis que tu arrives pas à les vendre, tu vas pas commander 10 jeux de 10 Nucleum ou 10 jeux de Vital Lacerda. Donc de fait ça pose aussi des problématiques que tu préfères en fait ne pas du tout en commander parfois peut-être. Oui, c'est surtout ça va être un frein. Par contre, il y a chez certains distributeurs, je commande pas parce que j'ai pas le franco. J'ai pas envie de m'investir, d'avoir 12 jeux sur mes étagères parce que je sais bien que je vais en vendre que 2 ou 3 et je vais devoir déstocker les autres. Donc la marche, j'en aurai pas. Et j'ai pas envie de prendre d'autres jeux qu'ils ont. Moi, j'ai un peu la chance, j'ai 2 structures. Hein. Il y a quand même Golden Meeple qui est derrière. Et on travaille énormément en précommande. Ouais. Ce qui fait qu'on arrive plus ou moins à ajuster nos commandes au mieux. Avec un travail de précommande le plus tôt possible, vraiment. Oui, parce qu'en plus, c'est des jeux, j'ai l'impression que ce type de jeu-là, les gens sont prêts à précommander, justement. C'est des habitudes aussi. Ouais. Et comment tu vois aussi maintenant les éditeurs qui vendent directement, on citera personne, qui ont annoncé clairement qu'ils vendraient via leur, on peut dire c'est Super Meeple notamment, qui avait fait ce post, qui avait pas, on va dire, ravi, je pense, les boutiques, en expliquant qu'ils allaient vendre en direct sur leur site à eux. Et ils incitent d'ailleurs beaucoup les joueurs et joueuses à acheter aussi en direct sur leur site. C'est compréhensible, c'est ça, parce qu'ils sauvent leur peau, en fait. Ouais. C'est leur business, ils ont besoin de manger, ils doivent payer leur employé. Donc là, c'est quelque chose que je peux comprendre. Oui. Par contre, ils peuvent aussi comprendre que en faisant ça, pour prendre Super Meeple, et généralement, ils localisent déjà des Kickstarter. Ouais. Il y a grande chance. Une grosse partie de leur catalogue était sur Kickstarter. Ça nous prend, nous, aux boutiques qui vendent du jeu expert, au moins les 3/4 des jeux qui sont partis. Ok. Ils sont généralement après la VO. Ça enlève déjà une grosse partie, parce que la grosse partie des joueurs experts jouent en VO. Oui, ils jouent en VO, ils ont pas de problème là-dessus. Ils vont chercher les jeux à SN. Au final, il reste pas grand-chose. Si après, ils commencent à vendre dans leur boutique, et puis ils nous disent, il faut vraiment vous impliquer très fort, ça fait beaucoup de... Il reste pas grand-chose, quoi. Hein, ouais. Donc, ouais.
Mais voilà, Est-ce que tu penses que ça, c'est des tendances qui vont s'accélérer? Oui, Ouais. bah oui. C'est un peu inévitable. Mais s'ils veulent survivre, comment ils peuvent faire, quoi? Et pareil, j'ai l'impression aussi que, même si en tout cas en France, parce qu'il y a des tas de pays où la petite boutique spécialisée n'existe quasiment pas. Enfin, je pense que par exemple, typiquement les États-Unis, c'est pas du tout la même habitude de consommation. On a quand même moi j'ai l'impression aussi qu'il y a un peu un double discours, c'est-à-dire qu'il y a le discours de façade et qu'il y a aussi la réalité économique qui est de c'est plus facile d'aller livrer l'entrepôt Cultura qui ensuite redispatchera sur tous les Cultura. Je prends cet exemple-là parce que je sais que ça marche comme ça. Ensuite redispatche sur tous les Cultura et qui va commander tout de suite 5000 exemplaires du jeu que d'aller livrer chaque petite boutique. Et j'ai l'impression que ça, c'est une évolution qui est inévitable et qui a quand même beaucoup aussi de double discours. Enfin, ça arrange bien les distributeurs et on les comprend parce que c'est rationnel, mais qu'il y a quand même encore ce discours un peu de façade qui est plus culturel finalement. C'est juste une question de temps et d'image à passer, en fait, parce que le milieu du jeu est en train de se professionnaliser. C'est sûr et certain. On a vu des rentrées en bourse d'Asmodée et d'Hachette qui prennent quoi? Au moins 85% du marché. Mais c'est deux entreprises qui sont extrêmement bancables en bourse et tout ça. Et donc, ce sont des financiers qui sont à la tête de ça. Et donc, ces financiers-là ont rarement des scrupules. Donc, on est en train de professionnaliser. Les professionnels parlent aux professionnels. Eh bien, on va parler à un Cultura qui va prendre 10 camions plutôt que 10 jeux dans une petite boutique. Ouais. En fait, c'est totalement naturel. Moi, le pharmaceutique, c'était une très grosse entreprise. Oui. Et c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, ce que tu veux dire, quand tu dis c'est un terme d'image, c'est-à-dire qu'il faut le faire passer dans les mœurs, préparer les esprits, le jour où ça choquera plus personne que ce soit comme ça que ça marche. C'est ça que tu veux dire? C'est clairement ça. Ouais. C'est clairement ça. Je l'ai eu avec la passation de pouvoir de mon commercial chez Asmodée, qui était une personne proche de la retraite, qui m'a dit « T'as rien à foutre là, t'es le mal incarné et tout ça ». Mais les nouveaux qui sont derrière, c'est totalement dans la nature des choses, de voir des webshops arriver, de voir l'évolution des choses. C'est une évolution normale et on fait pas d'évolution sans casser des œufs. C'est clairement pas possible. En tout cas, pas dans notre système économique actuel. Non, Voilà, pas dans le système capitaliste, c'est obligé. Enfin, il y a forcément... C'est clairement ça. Et malheureusement, c'est souvent les petits qui vont trinquer parce qu'ils n'ont pas la force financière de tenir ce genre de cap, tout simplement. On parlait aussi du TCG, on va finir je pense là-dessus parce qu'on nous dit beaucoup, c'est vrai que ça a pris énormément d'ampleur là dans les 2 dernières années, enfin entre l'Orcana, Star Wars, Altered, Magic qui est toujours là, plus les autres qui peuvent exister, mais on dit, je sais pas, on dit oui mais les gens vont venir dans les boutiques, il va y avoir des animations et ça fait quand même des achats. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu constates ou pas? TCG uniquement. Ouais. Ils viennent acheter leur display. Mais ils achètent beaucoup quand même. En principe, c'est quand même des gens qui dépensent beaucoup d'argent et ils veulent il y a une alimentation permanente. Oui, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment de quel TCG. Mais oui, effectivement, il y a des gens qui ont un budget énorme, plus de 1 000 € par mois facilement en TCG. Et après, il y a certains types de TCG. L'Orcana un peu moins. Par exemple, l'Orcana va vers le bas parce que comment dire, est-ce que ça a trompé son public? Non. Ça a pris un public qui n'était pas prêt pour le TCG. Okay. Et quand le public s'est rendu compte, parce que les fans de Disney, que tous les 3 mois, il fallait mettre 500 € pour avoir la recette complète, ça n'a pas suffi. Donc là, maintenant, on est vraiment sur les joueurs. Ils n'avaient pas la mentalité, en fait. Ils n'étaient pas préparés psychologiquement à cette phase-là, quoi. Et c'est quelque chose. Et donc, par exemple, en Pokémon, ça frappe très, très dur cette année-ci. Et l'année prochaine, ça frappe très, très dur. Et c'est des gens qui... C'est des fois plusieurs milliers d'euros. Pokémon, c'est vraiment le... Très grosse année. Très, très grosse année. Ils sont des kilomètres au-dessus. En tout cas, moi, je parle de ma boutique à moi. Ouais. Donc, je peux dire que ça. Au niveau d'Alter... Mais est-ce que... pardon, vas-y. Alter, t'en es redescendu, clairement, parce qu'ils ont eu plein de promesses qui n'ont pas été tenues. Donc, ça a déçu énormément de monde. Star Wars commence à remonter la pente, parce que c'était fort bas aussi. Ça commence à remonter la pente, parce que là, le système de jeu est vraiment très solide, Star Wars. Okay. Il y a quelque chose. Et l'Orcana, il ne reste plus que les joueurs qui n'achètent pas, parce qu'ils ont déjà leur carte, en fait. Et donc, c'est compliqué. Mais par contre, Pokémon, on est vraiment dans la collectionnité. Ils sont encore là très, très forts. Quoi. Et ça représente combien la vente de cartes à collectionner, tu dirais, de pourcentage de ton chiffre d'affaires aujourd'hui? Déjà, est-ce que ça a augmenté significativement? Oui. Ça a explosé, mais explosé. Okay. C'est très, très compliqué de le dire, mais on est certainement dans les 85%. D'accord. Ah oui. Ouais. Oui. Ok, quand même. Il y a eu un jour, un Z de caisse que j'ai fait. Je regarde parce qu'on a des graphiques directement à la fin de la journée. C'était 100%
toute la vente était TCG, 100%. Donc si j'avais pas eu le TCG, j'aurais rien vendu ce jour-là. Et c'est là où tu dis, comme c'est un marché très particulier, il faut que tu aies ce que tu expliquais, il faut que tu aies quand même des gens, il faut que c'est-à-dire que c'est quand même, tu peux pas faire l'impasse sur le TCG, donc, mais il faut être aussi au niveau, parce que tu es en face de gens que j'imagine que quand tu as un budget de 1 000 € par mois, tu sais ce que tu achètes, en fait, donc qui vont effectivement, comme tu disais, qui vont avoir besoin d'avoir de l'échange en fait sur le jeu auquel ils jouent le plus quoi. Enfin, ils sont parfaitement au courant de ce qu'ils viennent chercher. Hein. Ils savent très bien les séries qui vont suivre, les séries qui savent pas suivre. Ce que nous on sait pas par contre, parce qu'on travaille beaucoup trop en amont, surtout sur Pokémon. On travaille des mois et des mois en amont sur nos commandes, et donc des fois on prend des risques parce que le TCG est un énorme risque, est une énorme manne financière, mais t'as un énorme risque parce que ça représente des volumes de commandes, mais qui engage pratiquement toute ta trésorerie à chaque fois, sur chaque série. Donc si t'en rates un, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Maintenant, Pokémon, c'est l'âge d'or. Hein. Tout est précommandé, il n'y a quasiment rien à vendre en D1. Donc tout est vendu, donc là on prend pas trop de risques. Et la trésorerie monte, c'est ça qui est bien. Mais je me dis, si jamais... Quand je vois mes commandes que j'envoie, je dis si jamais ça merde. C'est terminé, on n'en parle plus quoi. Donc, donc on le disait, il y a des impératifs de suivre les évolutions du marché. Enfin voilà, on parlait des TCG. Toi, tu as aussi fait ce choix, on en parlera donc plus en détail, mais avec une autre personne, d'avoir aussi cette spécificité de proposer des jeux en import et des jeux du Tokyo Game Market. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous présenter la personne en fait, qui se présentera toute dans la deuxième partie, mais voilà, si tu veux nous présenter comment est née l'idée, comment tu l'as rencontré comment je l'ai rencontré lui, donc ce sera Laurent. C'est Laurent. Ce sera Laurent. Donc il est un peu connu sur les réseaux parce que ses avis comptent un peu. Donc ils aiment bien avoir les avis parce qu'il est très très cash, hein, vraiment. Non, moi j'aime pas les gens comme ça, moi. Il est extrêmement cash. Et donc je l'ai rencontré au moment de l'Expert Game Award. Donc un prix qui est décerné. Chez Expert, c'est un peu les diamants d'or, mais pour la Belgique. Et il était un des dirigeants, enfin il faisait partie du comité, donc j'ai rencontré, j'ai joué la première fois avec lui, ça a matché tout de suite. Il y a même une anecdote parce que moi je joue tout le temps avec les jaunes, lui aussi. Il m'a laissé les jaunes par courtoisie. Wow. Et c'est un jeu de programmation. Il a vécu l'enfer sur Terre. Il a programmé toute sa partie sur les jaunes. Et donc à chaque fois quand il pensait, il disait je suis les rouges, je passe. C'était terrible. Enfin bref. Et donc c'est quelqu'un de très pointu dans ses recherches, vraiment très très pointu. Et à un moment donné, il me dit est-ce que tu sais me commander? Donc il n'était pas encore mon employé. Il dit est-ce que tu sais me commander Tricky Time Crisis aux États-Unis. Je dis ok, ça va, je savais pas c'était quoi parce que c'est pas mon scope du tout. Je commande, on les a 5 minutes après, c'est parti. Ok, ça va, j'en recommande, même chose. Puis après, il dit est-ce que tu sais commander ça? Et donc je commande, 5 minutes après, c'est parti. Je vois, il se passe quoi là? Et donc on a commencé à s'investir là-dedans et on a essayé de mettre des choses en place pour faciliter le marché japonais, qui est assez fermé. Hein. Qui est pas accessible facilement. Voilà, je pense que tu as souvent Isobretik dans tes podcasts. Je pense que tu as un expert là-dessus et il me contredira pas. Et d'ailleurs, c'est lui qui a dit dans une dernière émission, qui a donné aussi l'idée de cette interview, parce qu'il a dit qu'il faudrait qu'on discute avec Golden Meeple pour voir comment ils font et tout pour leur sourcing au Japon. Donc c'était un peu... On peut lui faire un petit coucou parce que c'est effectivement comme ça qu'on a eu l'idée de parler de... j'en discute avec lui avec grand plaisir. Hein, vraiment, écoute, pourquoi pas. Donc, écoute, merci beaucoup Cédric, c'était super cool. Merci à toi pour l'invitation. Et puis donc deuxième partie, là on est à Vichy, la deuxième partie sera enregistrée normalement à Essonne. Moi je serai pas, ce sera Laurent qui sera. Voilà, exactement. Et je dis pas vraiment au revoir aux auditeurs, auditrices, puisqu'on se retrouve dans quelques secondes. Pour ma part ce sera au revoir, merci à tous. Hein. Salut. Et oui, donc comme annoncé, on se retrouve à Essonne pour la suite de cette interview de Golden Meeple. Et on est en compagnie de Laurent Lecomte. Salut Laurent. Salut Paul Gara. Bon, t'es courageux parce que tu viens d'arriver en fait quasiment. On a déjà fait un peu de sport, on va dire. Ouais, on a déjà transpiré un petit peu. On a transporté déjà pas mal notamment les kikai. Je m'attendais pas à autant de boîtes à prendre. D'accord. Parce qu'en fait, là, tu viens pour la boutique aussi Je viens pour la boutique, à titre personnel évidemment aussi, mais d'abord. Comment ça, titre personnel ? C'est un hobby. Il faut pas le dire à Cédric. Ok. On a dit qu'on parlait pas de ça. D'accord. Donc non, c'est que pour une passion, oui, c'est presque plus que ça, hein, vu ce que ça prend comme. D'accord. Comme temps ou comme espace, demander à ma compagne. Donc tu récupères les boîtes après pour la boutique en fait. Exactement. Ok. Exactement, c'est pour ça qu'on est là en général le mercredi. C'est quoi l'intérêt de le faire en direct, de venir ici pour récupérer les boîtes? C'est d'aller plus vite Parce qu'on évite des frais de port, notamment pour tout ce qui est asiatique. Hein,
Évidemment, On va en parler après, ouais. on en va en parler, mais l'import est relativement coûteux, donc ça c'est plus facile. Et puis voilà, on évite simplement, même si c'est pas nécessairement, même si c'est des productions plus locales, Européenne. c'est quand même plus intéressant de les récupérer ici sur place quand on peut. Et surtout, en général, maintenant ça a tendance à se réduire. Mais notamment dans le temps, c'était quand même beaucoup plus intéressant de les ramener des scènes parce qu'on les avait relativement à l'avance en fait. Ouais. Et nous, c'est un petit peu notre credo. Hein. L'idée de la Oui. boutique, c'est quand même d'avoir les jeux avant les autres. Oui, pour se démarquer aussi sur l'offre. Parce qu'en plus, on en avait discuté avec Cédric juste avant, mais effectivement, il me disait que selon les distributeurs, la Belgique n'était pas toujours, par exemple, pour le marché. C'est moins qu'on puisse dire. En tout cas, par rapport à la France, on est un petit peu la partie un petit peu oubliée souvent. De la francophonie. Exactement. Ok, donc on va revenir un petit peu. Donc en fait, Cédric, il nous a donné sa version des faits de comment t'es arrivé dans la boutique. Donc maintenant, on veut la tienne. On était potes depuis pas mal de temps en fait. On s'est rencontrés évidemment autour de table de jeu. Hein. Je pense même que on a vraiment sympathisé. On était à la même table à une année à l'EGA. Ok. L'Expert Game Award. Et on a sympathisé. Est-ce que c'est là où tu lui as tu lui as laissé les jaunes et que du coup tu as galéré ou l'inverse? C'est fort possible, oui. Il y a une fois, je pense que c'était dans ce cadre-là, en effet. Parce que c'est l'anecdote qu'il a racontée. Oui, celle-là. Ouf, c'est bon, déjà ça se recoupe. Ah, mais c'était tout moi. Hein. Moi, là, je suis pas très attentif. Toujours un peu dans la lune. Ça me perd souvent dans les jeux d'ailleurs. Ok, et donc vous vous connaissez dans ce contexte et ensuite tu es client de la boutique? Ensuite, je suis client de la boutique. Je suis client de beaucoup de boutiques, hein. Ouais. vu le nombre de choses que j'achète. Mais maintenant particulièrement, évidemment. Mais oui, on était amis. Et puis, je l'ai aidé aussi un petit peu pour tout ce qui était un petit peu conseil vidéo aussi. Pour les critiques notamment, parce qu'il commençait déjà un petit peu l'import. Donc, je l'ai rejoint pour une vidéo par semaine. Puis on jouait régulièrement ensemble. On a décidé de faire des vidéos ensemble sur les jeux qu'on avait joués ensemble. Ok. Ce qui faisait sens. Enfin, tout ça s'est fait naturellement. Et puis un jour, moi, j'avais un magasin. J'étais dans la décoration, rien à voir. Ok. Mobilier et design. Et les temps ont fait que après 12 ans d'existence, on a dû tourner la page. Ok. Et donc, Cédric s'est présenté là au bon moment. Moi, j'avais envie de faire autre chose. C'est ma passion. J'ai toujours rêvé de travailler de ma passion. Et je viens d'une famille où on travaille surtout du côté de mon père de la passion. Mon père était antiquaire parce que c'était sa passion. D'accord. Voilà, et j'avais envie un jour de faire ça. Et là, il a déjà ouvert la boutique physique à ce moment-là? Il avait déjà la boutique physique, oui, tout à fait. Depuis un an à peu près. Oui. Et puis je l'ai rejoint donc après. Mais la boutique physique, moi je travaille plutôt dans le cadre de Golden Meeple, donc la boutique en ligne. Ok. Mais la boutique physique accueille en fait Golden Meeple puisque le stock est partagé notamment. Les commandes se préparent depuis la boutique donc, physique. Ok. Donc ils sont deux entités séparées. Oui, juridiquement c'est deux. Juridiquement, malheureusement, parce que c'est quelque chose qu'on voudrait changer. Oui, c'est ce qu'il a expliqué. Ouais, il a dit. Mais c'est assez compliqué comptablement parlant notamment. Mais c'est deux entités séparées. Pour beaucoup de gens, c'est des entités séparées. Certains connaissent Golden Meeple, connaissent pas Lady Corner et vice versa. Ok. Mais par contre, dans les fêtes, évidemment, encore une fois, le stock est partagé. Il y a une mutualisation des ressources, en fait, que vous avez. Exactement. Et donc, quand on en avait parlé, Cédric m'avait dit que c'était plutôt toi qui t'occupais après, ou qui avait aussi insufflé l'idée d'aller s'intéresser à ce qui se fait en Asie. Ça s'est fait, là aussi, ça s'est fait naturellement. Mais oui, on l'a poussé. Il y avait une demande de Cédric et moi, je fais aussi un peu. Et c'était déjà un marché qui t'intéressait avant ou en fait, c'est pas plus que ça et que ça a été plutôt l'occasion de t'y consacrer? Je pense que la vie est souvent faite comme ça. Moi, je suis assez partisan du déterminisme à tout niveau. Et je pense que la vie fait qu'à un certain moment, il y a des choses qui se passent, d'autres qui doivent se passer, d'autres qui ne se passent pas parce qu'elles ne doivent pas se passer. Et là, c'est des choses qui sont mises naturellement en ligne, qui sont alignées. Notamment les jeux de plis, par exemple. J'ai un revival un jour des jeux de plis. C'est Yokai, c'est peut-être que notamment à l'époque, quand il est ressorti au Japon chez... Parce que là, il vient de sortir en France, mais en fait, c'est pas du tout un jeu récent en réalité. Non, il a eu plusieurs éditions d'ailleurs. Hein. Il y a eu notamment une édition chez Ninja Star, que j'avais pris parce que moi, on a toujours joué aux cartes dans la famille. Et un jour, j'ai sorti un week-end jeu, notamment chez Philippot que tu as vu ici. On a joué avec Romain, Ben, les Lady Connards, qu'on aime les appeler. et ça a relancé vraiment le pli dans
dans le groupe et qui ça s'est propagé, j'ai l'impression, même si je pense qu'il y avait des petits feux à droite à gauche aussi. Oui, en fait, nous on le voit aujourd'hui sur la France, etc. Mais il y avait déjà ce revival, il vient aux États-Unis, il était déjà là depuis un bout de temps. Tout à fait, exactement. Et en fait, on a juste eu la vague aussi qui nous est arrivée, mais avec toujours un peu de retard, comme toujours. Exactement. Il y avait, comme je dis, il y avait plusieurs petits feux, je pense, et nous, ça est directement pris, quoi. Voilà, et on s'est dit, tant qu'à prendre, on va acheter un peu de napalm dessus. Ouais, ok. Et c'est ce qu'on a fait chez Golden Meeple. Et donc là, tu as l'idée, parce qu'effectivement, on le disait. Non, c'est le pli. C'est le pli. C'est le pli. Et qui est aussi, pour en avoir beaucoup parlé avec Iso Bretnik, c'est aussi une des marques de fabrique du design japonais. Et ça a le grand avantage d'avoir un format tout à fait compatible avec l'import. Oui. Parce que c'est pas des énormes boîtes en général. L'avantage des jeux asiatiques, vu leur manque de place bien souvent, donc ils ont des formats assez réduits. Ça nous arrange bien quand il faut les faire venir. Parce qu'on a été un des premiers, par exemple, à faire venir Bricolage Heads. J'en ai jamais discuté avec Florian, mais je pense que on a entendu parler quasiment en même temps, et je pense qu'on a fait notre part de job aussi pour le faire connaître indirectement. Qui sort là, en fait, chez Asmodée, sous un autre titre. Je vous conseille d'aller le voir d'ailleurs. Qui sort sous le titre en français Kikai. Voilà. Bricolage Heads, donc à l'origine, qui est devenu Kikai. Les changements font vraiment sens d'ailleurs. Petite pub pour Florian, allez-y et jetez-vous dessus, c'est de la bombe. Ben voilà, quand on a dû importer ce genre de jeu, c'est déjà un autre format, c'est déjà un autre poids. Et donc là, on devient nettement plus cher et donc nettement moins compétitif. Même si ça continue à se vendre, évidemment, parce qu'une exclusivité, il y a évidemment il y a l'envie d'avoir l'objet d'origine. Mais maintenant, on n'en prendrait plus, évidemment, Kikai est sorti. Mais c'est des jeux qu'on doit vendre double, triple du prix là-bas, donc c'est plus compliqué. Les jeux de prix, c'est un souci. Et en fait, quand vous commencez à en parler, en gros, c'est vrai qu'il te dit, vas-y, gère cette partie-là de la. Exactement. Voilà. Donc il te dit un peu. J'ai même été engagé pour ça. Ok, donc c'était vraiment ta définition de poste, comme on dit. Exactement. Et donc là, comment tu fais ? Tu as déjà des contacts sur place ou encore une fois, tu pars d'une page blanche ? C'est des choses qui se sont faites naturellement. Ok. On a rencontré des gens à SN, on a sympathisé. EY, par exemple, avec qui, comme je te disais, de Korokorodu, avec qui on travaillait beaucoup, fait ça aussi de son côté. Et donc, on rassemble tout ça. En fait, à un certain moment, toutes les personnes qui s'y intéressent, et on essaie de faire une liste commune. Sylvain Baudet aussi, par exemple, qui fait aussi pas mal de choses, lui qui achète quasiment tout. L'avantage d'habiter en Suisse, c'est qu'il peut faire l'import direct, ça coûte beaucoup moins cher au niveau des douanes. Voilà, donc on a chacun un petit peu nos sources, nos façons de travailler, et puis moi j'essaie de récupérer un petit peu toutes ces données. On travaille beaucoup aussi. J'ai l'impression que c'est un peu aussi, il y a une forme de débrouille. C'est la débrouille complète. Et en fait un peu de solidarité aussi. De toute façon, c'est raccord avec on parle d'éditeurs là-bas, mais c'est pas vraiment des éditeurs, c'est des gens comme toi et moi qui font imprimer 200, 300, 500 boîtes. Ce qui explique aussi Iso, c'est que bien sûr tu as des éditeurs classiques comme on les connaît, mais il y a beaucoup aussi d'auto-édition, et c'est aussi pour ça que il y a beaucoup de jeux de cartes, c'est parce que c'est beaucoup d'auteurs qui font ça à côté, et donc éditer un jeu de cartes ça coûte beaucoup moins cher que d'éditer un autre. C'est beaucoup moins risqué. Exactement, donc c'est la débrouille de A à Z, mais c'est raccord avec l'esprit même du Tokyo Game Show en tout cas tel qu'il existe jusqu'à présent. Ensuite, quand vous recevez les jeux, parce que on se faisait la réflexion, c'est vrai que les jeux sont vendus relativement cher par rapport au format. Quand on sait qu'on est aujourd'hui dans un monde où tout le monde veut vendre des petits jeux de cartes à moins de 20 balles. Il y a un coup de l'import, mais il y a le FOMO qu'elle a. Et c'est absolument pas un souci. Maintenant, on essaie vraiment. Vous vendez sans problème, vous. Oui, mais maintenant, on essaie aussi vraiment. Il ne faut pas croire qu'on se fait des marges de fou. On essaie de garder des marges correctes. Oui. Mais, au moins que ça vous coûte rien. Voilà, c'est ça. Maintenant, on gagne un peu notre vie dessus, évidemment, mais on n'abuse certainement pas. J'ai déjà vu des jeux dans certaines boutiques qui avaient des prix complètement loufoques. Donc nous, on essaie quand même de rester terre à terre. Et les gens qui achètent chez nous savent qu'on ne se gave pas non plus. Évidemment, ce sera plus cher que d'aller l'acheter là-bas. C'est à peu près du simple au double. Oui, surtout que le cours du yen est. Après, il faut payer son voyage, quoi. Exactement, c'est le voyage qui coûte et la douane qu'on ne peut absolument pas éviter. Si tu mets tout ça, et notre petite marge, on a à peu près en général du simple au double, mais c'est le minimum qu'on peut faire pour pouvoir justifier. Et encore une fois, c'est parce que ce sont des jeux qui ont un poids relativement faible et un encombrement relativement faible qui nous permettent de le faire. On ne pourrait pas faire ça avec des formats standards, des boîtes experts de chez nous. C'est juste pas possible. Le modèle n'est pas possible. Par exemple, quand vous repérez un jeu qui vous avez beaucoup d'échos, qui vous disent que c'est un potentiel, etc., ou qu'il y a une attente, parce qu'en vrai, comme c'est rare. C'est rare. Hein. Où il y a une attente.
Même des spécialistes, de ceux qui s'y vraiment s'intéressent En général, on n'a pas vraiment beaucoup d'infos. Hein. Quand on a les règles, on est content déjà. Et en général, c'est des règles en japonais. Donc tu vas un peu à l'aveugle. Ou alors c'est des règles traduites automatiquement. Et là, je peux te dire que. C'est pas mais il vaut mieux quelquefois une règle traduite automatiquement qu'une règle traduite par un japonais. D'accord. Parce que là, c'est un jeu dans le jeu, quoi. Ok, c'est un peu City of the Six. Il Ouais, faut trouver la règle avant de commencer à jouer. C'est exactement ça. En général, tu vas commander combien en quantité d'un exemplaire? Ça dépend. C'est vrai. Et bien souvent, ça dépend de quoi, souvent, c'est aussi la débrouille au pif. Ça va dépendre de quoi en fait? Déjà de l'auteur. Ok. Si c'est un Shinzawa, tu vas y aller un peu plus. Shinzawa, là, on a la chance parce qu'on a réussi à avoir un accord, c'est que EY notamment est un proche de Shinzawa. Et donc, on a un accord d'avoir une quantité sécurisée pour nous, quel que soit le jeu. D'accord, ok. Et tu sais que comme c'est Shinzawa, pour le coup, ça se vendra. Ça se vendra. Ok. Exactement. C'est pour ça que, par exemple, Quashars, on est les seuls en Europe à en avoir eu, et on en a eu 100. Ouais. Ça n'existe pas, avoir 100 pièces d'un jeu comme ça. Même dans le monde, ça, c'est un accord créé par du réseautage, du lobby, pas du lobby, purement, mais purement parce que travail social, en fait. Exactement. Parce que Taiki a accepté de le faire. Ok, et par exemple, si vous les vendez très facile, très vite en fait, très vite, quoi. 100 pièces, ça reste 100 pièces. Hein. Ouais. On est dans la niche de la niche. Donc, ça dépend ce que tu appelles rapidement. Rapidement, pour ce que c'est, en tout cas, au final, vous vendez. Ah, mais ça, oui, on vous vendez tous vos volumes en général. Et un Shinzawa, même 6 mois après, il y a toujours quelqu'un qui va dire tiens, ils ont ça chez eux, et on va en vendre un par-ci, un par-là. Et finalement, tout est vendu. Maintenant, évidemment, quand c'est un nouvel éditeur, entre guillemets, encore une fois, éditeur, un nouvel auteur, un jeu qui il n'y a pas la règle, même si ça a l'air génial. Là, il y a un peu plus de risques, mais. Il y a beaucoup plus de risques. Il y a des gens qui ont la curiosité pour, de toute façon. Oui, jusqu'à un certain point. Parce que quand même, quand tu. Là-bas, peut-être à 15 €. Ouais. À 30. Ouais. Déjà, il y a moins d'aventuriers quand même. J'ai le cas, par exemple, on a eu ça au dernier TGM, enfin l'année passée. Oui, c'est ça, celui de l'année passée. On a eu Trick King, par exemple, qui était un jeu avec des personnages sur skateboard, etc. Assez mignon, pure intelligence artificielle. Hein. Ok. Bon, pas spécialement gênant. On parlera peut-être aussi, j'ai rien contre là-dessus. C'est le futur de toute façon, malheureusement, je pense. Mais le jeu était pas bon non plus. Ouais, ok. Le jeu était vraiment pas bon. Et donc, forcément, je pense qu'on a commandé une trentaine de copies. Il nous en restait 20 au moins, ou 25 sur les bras, quoi. Et ça, c'est le risque. Hein. Et le fait d'avoir aussi parce que vous êtes connu aussi particulièrement pour ça, oui. Pour cette activité. On a une communauté. Hein. Ouais, voilà, vous avez une communauté. Et je pense que ce que Cédric expliquait aussi de mémoire, c'est que ça permet de faire venir des gens sur le site qui achèteront aussi autre chose, où là, il y a beaucoup plus de marge, en fait. Où la marge est-ce qu'il y a l'idée aussi? Est-ce que ça a l'idée? Est-ce qu'il y a l'idée ou pas d'être aussi une vitrine pour faire rentrer, pour faire acheter d'autres choses sur le site? On n'a pas ce genre d'idée commerciale, conceptuelle. Non. Honnêtement, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on a vraiment des gens qui achètent vraiment que pour les jeux de pli. Il y en a d'autres qui achètent, mais en général, c'est plutôt des Belges, d'ailleurs, des plus locaux, qui profitent de combiner avec une commande, mais c'est pas une volonté, en tout cas. Mais t'as pas l'impression que il y a un effet d'aspiration particulier? Pas vraiment, parce qu'on a beaucoup d'acheteurs. Les plis aussi, on a pas mal d'étrangers qui achètent des fois des jeux qui repartent à l'autre bout du monde. Ils voyagent beaucoup. Et ces gens-là, évidemment, ne sont pas nécessairement intéressés. Golden Meeple et Ludie Corner restent quand même majoritairement du jeu en français, quoi. Et donc, forcément... Et d'ailleurs, j'ai quelques fois, et ça m'ennuie, même si on le fait, mais je le fais quelques fois remarquer, c'est que les gens commandent d'autres jeux en pensant aussi que c'est une langue d'origine. Et donc, on a quelquefois, un Hollandais, par exemple, qui achète un jeu de pli, qui rajoute un jeu standard, mainstream, et qui il se rend pas compte que c'est une version française. D'accord. Alors quand on y pense, on le dit, etc. Mais quelquefois c'est compliqué. Et donc c'est plutôt à double tranchant d'ailleurs, ce genre de choses. Ok. Parce que je suis sûr, quand il le reçoit, il doit être déçu. Oui. Il vous le renvoie pas? On n'a jamais eu ça, mais on essaie de faire en sorte, ou on essaie de prévenir aussi. Que ce soit bien clair. Voilà, c'est ça. Maintenant, on a rajouté en grand un badge d'ailleurs sur le jeu, un grand drapeau français quand c'est un jeu en français. J'espère que ça passe après. C'est difficile, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui regardent même pas. Le jeu de pli, on le disait, on parle beaucoup du Tokyo Game Market, de la scène japonaise, mais il y a aussi, comme on le disait, il y a une hype aux États-Unis, il y a aussi beaucoup d'auteurs américains. Notamment avec PGC, notamment. Ouais. Et aussi, on a vu beaucoup de jeux chez je sais pas, Xylotar, il y en a eu plein qui sont sortis. Chez Béziers, Allplay, évidemment. Ouais.
Est-ce que c'est aussi un Gamehead maintenant. Ouais. Est-ce que c'est un marché aussi sur lequel tu es t'es alerte ou Bien sûr. Ouais. Tout ce qui est jeu de pli, il y a une demande. Du coup, c'est plus du tout les mêmes contraintes. Et c'est ça que je dis, ça découle plus du jeu de pli que l'inverse. Ouais, c'est pas de l'import qui a amené le jeu de pli, c'est le jeu de pli qui a amené l'import. D'accord. C'est dans ce sens-là. Donc la spécialité de Golden Meeple, on fait de l'import, mais c'est le jeu de pli. En fait, c'est ça, ouais. Des faux jeux de cartes, petits jeux, encore une fois, principalement en raison des coûts d'import. Et d'où qu'ils viennent. Le contact avec les Américains, la veille, etc., c'est très différent du coup. Est-ce que tu. Moi, j'ai travaillé 15 ans pour Coca-Cola. Ok. Travailler avec des Américains. Mon boss était texan. Est-ce que le fait les discussions sont quand même plus faciles ou. Oui, il faut. Encore une fois, j'ai l'habitude. J'ai voyagé aussi aux États-Unis. Je connais pas mal la mentalité, le corporate, etc. Donc je sais comment les Américains pensent. Je sais interpréter certaines choses, etc. Donc pour moi, c'est pas absolument. J'ai plus de mal avec les Japonais, évidemment. Ouais. Mais oui, non, on commande au Brésil aussi, notamment, où il y a pas mal aussi des labels comme Croc Games, etc., qui reprennent aussi pas mal de jeux de pli, qui font des chouettes éditions. Et pas mal de petits éditeurs aussi, des tout petits, notamment ici, je sais pas si on doit parler Malabares, Popcorn, je sais pas comment ça s'appelle en portugais, enfin bref, il y a pas mal de choses qui se font, donc dès qu'on entend qu'il y a du pli, il y a des chouettes petits jeux, on va le chercher en Corée, peu importe la provenance. Mais c'est vrai que les Américains, il y a pas mal de choses. Et c'est vrai qu'il y a un gros revival aussi. Ouais. Il y a des gens qui sont à la base aussi, comme je cite souvent James Nathan, par exemple. Je ne sais pas si tu connais, qui travaillait sur le site Opinionated Gamers. Non, ça me dit rien. Là. C'est lui qui a lancé Allplay. S'il n'était pas passé par Allplay ferait toujours des tables maintenant. Et maintenant, il est chez CMYK. Et quand tu vois ce qu'il fait chez CMYK, avec les Magical Athletes, avec les Hot Streak, ce genre de jeu, ça c'est James Nathan qui est derrière, quoi. D'accord. Il y a des gens de l'ombre comme ça qui sont. Et est-ce que ça peut être une inquiétude aussi, parce que tu disais c'est le jeu de pli qui a amené ça, et là on est dans la hype. On sait que les hypes à un moment elles peuvent passer ou. Parce que moi j'ai l'impression que tout le monde s'y est un peu mis, même des gens qui n'étaient pas forcément la niche d'origine, on le sent. Ouais. J'imagine que vous l'avez senti aussi sur l'intérêt, le fait qu'on en parle beaucoup. Ah bien sûr. Est-ce que c'est une crainte aussi quand la hype va passer ou que ça va Je pense qu'on n'y pense pas en fait. Ouais. Je pense qu'on n'y pense pas et je pense qu'on est concentré sur le jeu de pli maintenant parce qu'il y a une demande. On peut très bien se recentrer sur autre chose. Moi je continuerai toujours jeu de pli parce que je suis fan de jeu de pli à la base. Mais on s'intéresse à tout de manière générale. Moi, dès qu'il y a un jeu qui buzz, quel qu'il soit, moi, ça m'intéresse. S'il y a un petit peu niche, c'est encore mieux. Je parlais tout à l'heure d'un jeu d'Annabelle Holland. Si on pouvait, c'est juste impossible. J'ai discuté avec elle. C'est juste impossible à un niveau coût de travailler. Elle édite ses jeux vraiment à la demande. C'est du print on demand. Voilà, c'est un modèle complètement différent. Mais c'est un truc, moi, j'aurais rêvé. Au départ, j'avais déjà pas mal discuté avec elle pour faire venir ces jeux. Mais elle le dit elle-même, d'ailleurs, c'est les conditions, il n'y a personne qui veut faire ça. Qui veut accepter. Il y a en Angleterre. En Angleterre, il y a Second Chance. C'est ça, Second Chance qui fait du wargame, parce qu'ils sont vraiment orientés wargame. C'est une particularité que nous, on n'a pas. Oui. Mais voilà, tout est possible, mais il y a beaucoup de concessions à faire pour avoir ce genre de choses, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer, ouais. Oui, bien sûr. Moi, je suis fan de jeux de train, donc à Mabel, moi. Oui. Les Gauge. J'ai toujours les Gauge notamment, moi j'ai toujours été grand fan. Mais là, plus là, il y a un peu plus de hype aussi avec City of Six Moon. J'ai l'impression que ça, on en a un peu plus parlé de ces projets-là. Je sais pas si t'as vu sa dernière couve. Son dernier jeu qui doit sortir, je sais plus comment ça s'appelle ce jeu, il est complètement autre. Moi j'ai vu Belinda. Ouais, c'est ça, c'est ça. Okay. C'est ça, la couve, elle est dingue. Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était plus simple pour moi de me faire acheter par des personnes qui vivent au nord Amérique du Nord et qui me l'apportent et d'attendre. Moi c'est ce que je faisais quand je les faisais pour venir pour moi, je passais par Edward et Vicardboard. Où je suis la chaîne, je suis un patron depuis des années et avant Edward, chaque fois qu'il venait à Essen, proposait de ramener des boîtes pour les patrons. Ouais. Donc comme ça je faisais venir les boîtes avant que ça n'arrive. C'est parce qu'on trouve des mules, comme on dit. C'est ça, c'était des mules. Ouais, c'est ça, c'est la débrouille, j'ai toujours connu. Oui, en fait, on a l'impression que c'est comme c'est un peu de la, voilà, on est encore dans le côté très artisanal. Tout à fait. Mais c'est pas plus. En même temps, je me dis que c'est pas plus mal que ça reste comme ça. C'est un charme. C'est ça le charme, c'est ça exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux ajouter ou sur ce que on a déjà dit beaucoup de choses. Non, nous on fera toujours du jeu un petit peu alternatif, du jeu intéressant, du jeu essayer de faire découvrir des choses. Moi c'est ça que j'aime, j'aime découvrir des nouveaux jeux, des nouveaux concepts, des nouveaux.
Et c'est ce qu'on essaie de faire partager avant tout. Donc l'import, c'est ça la vocation, et essayer de le faire avant les autres aussi si c'est possible. Et même si c'est des titres un peu plus mainstream, les avoir aussi avant les autres pour pouvoir les proposer, même si quelquefois c'est un petit peu plus cher et que quelques mois après on peut les retrouver dans le circuit classique à un tarif un peu plus intéressant, on les a eu, quoi. Ok. Bon, je te remercie beaucoup, Laurent. Avec plaisir. On est avant plaisir. Le démarrage du salon. Avant le démarrage. Salon. C'est ça. Toi voilà. aussi. Merci beaucoup. Ça va être fatigant, mais on sera content. Ouais, on va profiter. Ah oui, il y aura de quoi faire après, en tout cas. Ok, merci beaucoup aux auditeurs et auditrices. Merci à toi pour l'invitation. À bientôt, au revoir. Salut. Cette interview, enregistrée en présentiel à Vichy le 15 septembre et à Essen le 22 octobre 2025, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara, et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.